Cette vidéo est une présentation de La Pioche, boutique de jeux, jeux de société, casse-tête et accessoires. Rendez-vous sur boutiquelapioche.com. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Board Game Québec. Vous êtes en compagnie de Jean-Philippe et aujourd'hui, c'est l'actu ludique du 13 mars 2022. Donc cette semaine, des 2 dernières semaines, j'ai été quand même assez occupé. J'ai quand même joué plusieurs parties quand même. J'ai moins eu le temps d'aller trop dans les nouvelles ludiques, malheureusement. Qu'il faut que je fasse un petit peu de rattrapage. J'en ai quelques-unes, mais là, je manque un petit peu de temps pour faire le montage de tout ça. Donc cette semaine, il n'y aura pas de la petite portion nouvelle. Je me reprends dans 2 semaines avec un petit peu plus de nouvelles, avec celles que j'avais déjà accumulées. Donc, sans plus tarder, on va aller tout de suite voir les jeux que j'ai joués récemment. Puis aussi, dans le prochain épisode, je vais revenir, dans le fond, je vais faire un petit tour à l'AQUIJ, donc l'Association québécoise de l'industrie du jeu, cette semaine, donc demain, et en tant que commerce, en tant que boutique La Pioche, donc pour voir tout ce qui s'en vient bientôt aussi, aller essayer des choses, parler avec les différents distributeurs. Ça va être une façon de vous parler de plein de petites choses qui s'en viennent. Je vais avoir testé des petites choses rapidement. Là. Souvent, c'est rare qu'on fait des parties complètes. C'est plus voir les mécaniques de certains jeux. Donc, je vais vous en reparler, c'est certain. Donc, sans plus tarder, on s'en va voir les expériences de jeu des 2 dernières semaines. Alors, premièrement, très rapidement, j'ai joué à Monkey. M'intriguait beaucoup, petit jeu bien simple. C'est plus enfant, on va s'entendre, mais je l'avais en boutique, je l'avais déballé, puis je trouvais que c'est un petit push-là qui avait l'air assez intéressant. J'ai trouvé ça sympathique, petit jeu assez simple. On va déplacer notre petit singe sur le plateau de jeu et on va aller chercher dans les jarres. Donc, on essaie d'aller accumuler les fruits, soit les fruits dorés ou les autres petits fruits. Puis, c'est un petit push sa chance. Donc, si on dévoile 2 fruits pareils, donc là, on doit les remettre dans les coins du plateau et on ne pourra pas les accumuler. Sinon, on peut toujours arrêter à tout moment et dire, OK, je vais ramasser ces 2 fruits-là. Et on peut aussi se diriger vers les ors. Les ors, on peut juste aller les chercher avec d'autres jetons. Puis là, il faut se mettre dans les cadrans puis aller chercher, dans le fond, par exemple, tous les raisins dans un coin. Là, je vais pouvoir prendre tous les raisins, incluant le or, et les accumuler. Donc, il y a une petite tactique comme ça. C'est sûr qu'à la fin de la partie, on voit que si on n'a pas réussi à aller chercher, puis l'autre, il manque un élément, souvent, il est quand même facile à aller chercher. C'était sympathique. Rien d'extraordinaire, mais moi, j'ai aimé la partie. Vous savez, peut-être des plus jeunes enfants, je pense qu'ils apprécieraient des petites parties de 15 minutes. Quand même toujours plus le fun aussi. Moi, moins dans mon créneau. J'aime ça quand ça dure un petit peu plus longtemps. Mais j'étais curieux de l'essayer. Donc, Monkey, j'ai essayé ça. J'ai également fait aussi une partie à 2 joueurs de Imperium classique. Donc, j'en avais parlé dans le dernier épisode pour la mode solo que j'avais bien apprécié. Ça roulait bien. Pas toujours facile au début à apprendre, mais une fois qu'on a bien compris le mécanisme du mode solo, c'est facile avec les chartes à suivre. Seul bémol, j'aurais bien avoir des petits cartons chartes plus faciles à mettre proche de nous que d'avoir le livret de règles. Mais bon, ça, c'est des petites choses à moi. Je pourrais tout simplement les photocopier ou peu importe, puis me faire des petits cartons aussi. Mais c'est le fun quand ça vient dans la boîte de jeu aussi. Je sais que souvent, les matériels solo, c'est pas ce qui est le plus mis dans les boîtes malgré tout. Peut-être que ça s'en vient de plus en plus avec beaucoup de modes solo. Donc, c'est le fun quand on pense à nous aussi. Là, j'ai joué à 2 joueurs. Vraiment super agréable aussi. C'est le fun, la symétrie entre les différents peuples, comment ils fonctionnent. On a joué les Celtes. J'ai un blanc de mémoire. En tout cas, moi, j'avais les Celtes. Lui, je me souviens plus quel groupe qu'il y avait, quel clan qu'il y avait. Puis, il y avait vraiment une façon différente. Sa carte de gloire était en dessous de sa pile de développement à faire. Donc, c'était long avant qu'il aille chercher de la gloire. Donc, il y avait une autre tactique à faire. On apprenait un peu tous les deux la faction qu'on a joué. Ça a été très serré. Ça a fini par 1 point de différence. Mes seuls bémols à 2 joueurs, je trouvais que la partie était longue un peu, mais supposément qu'il existe une version écourtée qu'il faut que j'essaye autant en solo qu'à plusieurs joueurs. Je trouve que ça s'étire un petit peu trop pour ce style de jeu-là, mais ça reste super agréable quand même. C'est juste que des fois, les tours, on attend un petit peu après l'autre joueur, voir tous les enchaînements qu'il peut faire, dépendant des peuples.
bien évidemment. Moi, j'avais pas beaucoup d'enchaînement. Lui, il y avait un peuple qui s'étalait beaucoup. Donc, ça faisait beaucoup d'enchaînements qu'il y avait à faire. Mais ça donnait au final une partie très serrée. Je pensais que j'étais pas dans le coup, mais j'allais tellement chercher de cartes de gloire avant lui que ça changeait vraiment toute la partie de son côté. Puis, toutes les cartes qu'on accumule, ça fait des points. C'est difficile de garder le décompte aussi au courant de la partie, à combien de points on est rendu. On essaye de, de juger au mieux possible, mais c'est pas évident. C'est sûr que peut-être avec l'expérience, c'est plus facile à suivre. J'ai pas encore joué assez pour et à rejouer des peuples. J'ai tout le temps essayé des peuples différents juste pour voir un peu les différentes particularités de chacun d'eux. Donc c'est ça. J'ai vraiment aimé, un petit peu trop long à mon goût pour le type de jeu, que ça s'étirait un peu, mais c'était vraiment agréable quand même. Donc Imperium classique à 2 joueurs, encore là, très bien apprécié. Avec tout le buzz autour d'Everdell, je me devais quand même d'essayer. Je ne l'avais jamais essayé dans sa version anglaise. J'ai profité de la version française pour en avoir une pour la boutique et éventuellement en location à la boutique. Et donc, Everdell, je l'ai juste joué en solo pour l'instant. Je n'ai pas essayé d'autres modes. Je pense pas que le mode solo, c'est son optimal. Solo est très simple et peut-être trop prévisible. Donc, il fait juste bloquer des endroits puis on peut aller un peu où ce qu'on veut. Donc, il n'interagit pas beaucoup avec nous. J'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui avaient tenté des variantes solo qui ne sont pas officielles, qui semblaient plus interactives. Parce que celle dans le jeu est très, très passive. Donc, c'est ce que j'aime moins dans les modes solo. Quand ils sont trop passifs, c'est pas super agréable. Tu n'as pas l'impression d'avoir un réel adversaire à battre, plus battre un meilleur score. C'est la sensation que j'avais, mais j'ai apprécié le jeu, la combinaison des cartes. Souvent, c'est sûr qu'on est un petit peu pogné avec la chance en solo. Il n'y a pas beaucoup de roulement de cartes au niveau du plateau central. Puis de nos cartes à nous, fait qu'on essaye de jongler avec ce qu'on a. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs joueurs, il y a un petit peu plus de roulement des cartes, puis un peu plus de choses qu'on peut aller chercher. Donc, Everdell, ça, très beau. Moi, l'arbre, j'aurais pas mis ça, mais bon, c'est un tape à l'œil, ça fait un certain display. Il peut être pratique en solo vu qu'il est en avant de nous, mais j'ai l'impression que ça peut nuire plus que d'autres choses. J'ai compris que dans l'extension Belfair, il y avait un petit plateau plus simple pour enlever l'arbre si on ne veut pas l'utiliser. Donc ça peut être intéressant aussi. Mais j'aime bien la mécanique construction de tableau plus placement de travailleurs, d'ouvriers en fait, très simple. On va chercher des ressources, des petites actions un peu plus spéciales dépendant qui changent à chaque partie, qui vont être un petit peu plus fortes. Puis j'aime bien l'aspect qu'on peut épurer nos cartes qu'on n'aime pas avec soit aller changer des ressources ou à la fin faire des voyages pour des points. Donc ça, c'est intéressant aussi. Donc Everdell, j'ai hâte de jouer à d'autres comptes de joueurs. Le solo ne m'a pas surpris. C'est assez léger quand même comme jeu, malgré tout. Donc Everdell, c'était mon expérience en solo. J'ai également fait 2 parties en solo de Cascadia, dont une pour le tournoi qui est organisé par Onboard. Toujours très le fun comme petit tournoi. Donc Cascadia, jeu des mêmes auteurs que Calico. On reste dans du placement mutuel. Il est assez différent par contre. Les choix sont assez différents aussi. C'est dans le fond, principalement, on va avoir 5 types d'animaux qui vont avoir des objectifs différents. Donc, soit les mettre collés, soit les mettre distanciés, faire des lignes, faire des chemins, faire entourer. Donc, toutes sortes de choses qu'on peut faire avec les différents animaux. À chaque tour de jeu, on va chercher une tuile et un animal qu'on place sur notre plateau. On n'est pas obligé de placer l'animal sur la tuile qu'on est allé chercher. On peut le mettre sur une autre tuile. Et on essaie aussi de faire des régions, donc les forêts, les plaines, les marais, les lacs, etc. Tout ça va nous donner beaucoup de points quand même. Fait que faire des assemblages, c'est très important aussi de faire les différentes zones. Si on se centre juste sur les animaux, ça ne sera pas assez payant pour une partie. Donc, il faut vraiment bien combiner les deux, bien placer nos tuiles. En solo, c'est simple. On prend un assemblage, il y en a le plus à droite, plus éloigné des piles de tuiles est éliminé, puis on roule comme ça le paquet jusqu'à temps d'avoir passé tous les tuiles. Donc, vraiment simple. Et il y a aussi les petits jetons de feuilles qui sont, on va aller chercher quand il y a des tuiles spéciales qui nous donnent ça, qui permet d'aller choisir, au lieu d'aller choisir exactement la tuile et
l'animal en dessous, bon, on peut aller chercher l'animal ailleurs. Fait que ça, c'est très intéressant aussi. Très simple, très le fun. Les petits challenges aussi solo. J'ai fait le premier, puis là, je vais faire les autres, puis en même temps avec le tournoi, ça donne différents challenges. C'est le fun de comparer les scores aussi. C'est certain que il y a la variation dans les parties avec les tuiles qu'on a sélectionnées parce qu'on enlève un certain nombre de tuiles au hasard. Donc, ça se peut que ce n'est pas nécessairement tous les tuiles qui fit bien pour faire un meilleur score possible. Le potentiel, en fait, de score peut être variable des tuiles, mais bon, c'est quand même pas hyper dépendant, je pense pas, peut-être pour 1 ou 2 points de différence. Cascadia, bien aimé jusqu'à maintenant. J'ai hâte de jouer à plusieurs. Je pense que ça va être très agréable. Ça va bien sortir aussi. J'ai également refait une partie de Lueur. Donc, Lueur, cette fois-ci, j'ai joué à 2 joueurs. La première fois, j'avais joué à 3 joueurs. Vraiment agréable comme petit jeu. J'aime vraiment ça, la combinaison entre les cartes, les dés, le petit plateau de jeu. J'ai joué du côté avec les bateaux cette fois-ci, que je trouve un petit peu plus contraignante, un petit peu plus judicieuse au niveau des déplacements qu'on va faire que la carte en soi, qui me semblait un petit peu plus facile à se rendre jusqu'au bout. Donc ça, j'ai aimé ça, l'autre côté de la carte, je le trouvais un petit peu plus crunchy. Puis pas nécessairement justifié de déplacer tous ces bateaux. Des fois, c'est peut-être pas si payant que ça. Peut-être que des cartes sont plus intéressantes. Donc, le mix était intéressant aussi à ce niveau-là. Puis en même temps, les cartes sont tellement malades en noir et blanc. C'est vraiment un artistique très, très joli en même temps. C'est pas de quoi que je cherche absolument, mais dans ce jeu-là, je trouve que ça va bien avec la thématique du jeu. Tu as les dés très colorés, puis après ça, tu as tous les éléments qui sont en noir et blanc. Vraiment un petit jeu de dés simple. On a l'option aussi de relancer les dés pour pousser un petit peu notre chance si jamais on n'est pas satisfait. Des fois, on est correct avec ce qu'on a là. C'est pas le meilleur lancer de dés, mais on ne veut pas trop oser. Fait qu'on suit un peu ce que l'autre va faire aussi. Encore là, partie très serrée, peut-être 2-3 points de différence. Ça s'est joué avec les petits pieds que j'avais beaucoup. J'avais des cartes qui permettaient d'accumuler des petits pieds de façon très intéressante. J'ai réussi à supprimer cette carte-là qui donnait des points négatifs à la fin de la partie. Donc, ça a été une belle combinaison de faire, bon, elle a fait assez de points. Je l'enlève, comme ça, je ne perds pas mes 5 points à la fin de la partie. Donc, ça a été très intéressant aussi, des petits choix comme ça qu'on peut faire. Les petites lucioles aussi, tu essaies de bien combiner ça. C'est un 10 points quand même à aller chercher. C'est peut-être l'élément peut-être un petit peu plus bizarre, mais bon, tu essaies de jouer aussi comme tu peux avec les cartes qui sortent. Donc, Lueur, bien aimé ce petit jeu-là pour une deuxième partie. Donc, c'était pas juste une fausse impression pour la première fois. Un jeu que je vais garder, c'est certain. Lueur, j'ai bien aimé. J'ai essayé également un Alexander Pfister que je n'avais pas joué encore, qui est Blackout Hong Kong. Blackout Hong Kong, c'est un jeu dans lequel on va devoir contrôler sur le plateau, fermer des districts pour réparer les pannes d'électricité. C'est un jeu que je vous dirais, la thématique, on la sent absolument pas. Mais vraiment pas. J'ai pas senti que je faisais vraiment de différence. C'est peut-être plus que je mettais des cubes sur le plateau, j'allais chercher des tuiles. Des fois, il y a quand même des euros qu'on sent quand même un petit peu la thématique, on comprend ce qu'on fait, on essaie d'optimiser les choses, mais là, j'avais le thème, il sortait pas du tout, du tout, du tout. La mécanique de cartes était le fun. Dans le fond, on va jouer des cartes. On va planifier 3 cartes, on va les jouer. Ça va nous donner des ressources qui sont en fonction de dés qui sont lancées au début de la manche qui disent quelle ressource vaut à quelle couleur de petit cube. Donc, ça nous donne des options pour cette manche-ci. Il y a des objectifs à faire, des cartes dans le fond qui éventuellement vont venir dans notre main si on réussit à faire les objectifs dessus, qui nous donnent des points. On va aussi placer, justement, quand on ferme des districts, on place des petites maisons qui débloquent des bonus qu'on peut faire quand on réussit à aller reprendre nos cartes. Donc, c'est comme l'action de rafraîchir. Si on réussit à la faire, dépendant du certain nombre de cartes qu'on a en main, ça nous permet de ramasser nos cartes. Il y a aussi tout l'aspect, il y a l'hôpital aussi. On a un médecin pour aller récupérer les travailleurs, les ouvriers, les personnages qui ont été blessés dans les scouts. Dans le fond, on peut aller
vérifier dans les différentes zones. Puis là, c'est là qu'on va chercher des petits jetons, soit de points, de ressources, etc. Mais comme je dis, la thématique est très plaquée, on la sent absolument pas. Malgré qu'il y avait plein de choses que je trouvais intéressantes, on dirait que ça. Il y avait un petit quelque chose qui manquait, je sais pas c'est quoi. La partie solo était quand même le fun à gérer malgré tout. C'était un bas de votre meilleur score? Je me souviens même plus à quel point. De mémoire, oui, c'était. Ah oui, c'est ça, c'était des challenges à faire. Donc, il y avait un challenge pour un certain nombre de points, donc une histoire de 4 scénarios. Mais je pense pas y retourner. C'était pas mauvais, c'était pas excellent, c'était comme entre les deux, mais il manquait un petit quelque chose de plus que j'ai trouvé à ma première partie. Donc, Blackout Hong Kong. Finalement, je ne l'ai pas en main, mais j'ai refait des parties de Adrian Walls, le mur d'Adrien. D'ailleurs, j'ai refait une partie solo qui va être présentée très bientôt. Il me reste juste à faire le montage. J'ai d'ailleurs présenté aussi une vidéo comment jouer au mur d'Adrien. Vraiment un jeu que j'adore. C'est un jeu très solo, très mathématique de faire, OK, bon, si je vais chercher ça là, ça me donne ça, OK, je vais pouvoir refaire ça. Très combo cascade, mais toute la portion des citoyens qui est vraiment pas facile à gérer, comment les optimiser au mieux possible pour réussir à tout compléter les pistes. J'ai pas encore réussi à trouver la recette parfaite, mais je vois qu'il y a beaucoup de monde qui réussissent quand même à bien l'optimiser, ce jeu-là. C'est souvent déchirant de dire, OK, j'ai toutes sortes de ressources à dépenser pour un bonus il y a juste 6 rounds de jeu, ça va-tu être assez rentable? C'est toujours les questions qu'on se pose, mais je pense que ça va l'être. J'essaie de doser un petit peu plus, puis là, ça a réussi à être quand même intéressant dans la dernière partie que j'ai fait. J'ai rejoué après la partie solo. Et donc, j'ai réussi à dépasser les 70 points. Donc ça, j'étais très content. Passer le premier niveau des challenges. Donc, je vais refaire d'autres parties, certains, pas très longs à sortir, à mettre en place. Il me reste juste à plastifier mes feuilles pour... Là, je joue encore sur les feuilles, mais je pense que je vais plastifier, puis ça va être plus facile à sortir que jouer sur les gros pads de feuilles. Donc, ça ressemble à ça pour le mur d'Adrien. Je ne veux pas m'éterniser plus longtemps que ça. J'en ai déjà parlé beaucoup. C'est pas un jeu, comme je disais, que dans d'autres fois, j'en ai parlé, que je jouerais à plusieurs joueurs. C'est vraiment une expérience solo avec la campagne vraiment intéressante. Peut-être si vous êtes deux à triper ce genre de jeu-là, ça peut être intéressant de le faire en même temps, mais il n'y a vraiment pas d'interaction entre les joueurs. Donc, c'est vraiment de votre côté, vous optimisez votre feuille, on tourne une carte. Au final, en partie, on va tourner 6 cartes pour les ressources. Donc, puis après ça, c'est beaucoup de manipulation de ressources. Puis ça dure environ 1 heure. Donc, ça vous donne une idée que l'interaction n'est pas vraiment là. On ne se parle pas vraiment dans la partie. Donc, ça termine pour mes expériences de jeu de cette semaine. On s'en va donc voir aussi qu'est-ce qui est arrivé en nouveauté dans les 2 dernières semaines aussi en boutique avec une petite explication pour chacun des jeux qui sont arrivés. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont arrivées dans les dernières semaines. Je vais essayer de condenser le tout à des jeux encore là le plus approprié pour le public ici. Je sais quel type de jeu vous aimez, donc je m'en vais plus vers ça. Et donc, si vous voulez encore là avoir la vidéo complète de ça, des dernières nouveautés arrivées, je vous invite à aller vous abonner aussi à la chaîne de La Pioche pour avoir, dès que ça sort, les vidéos du neuf et des retours. Et donc, on s'en va voir ça sans plus tarder. Même chose ici pour les extensions. Donc, on a l'extension ici Belfair qui rajoute d'autres plateaux, d'autres éléments, une espèce de marché, différents événements. Donc, bonification au jeu. Même chose pour Spirecrest, qui est qui ici rajoute également un autre plateau de jeu. Ça va au-delà des frontières de la vallée d'Everdale. Donc on s'en va plus loin avec ça ici. Donc d'autres modules de jeu qu'on rajoute ici. Ça, c'est la dernière extension.
Belfer, c'était la deuxième. Et il y a Pearl Brook, qui elle était la première, qui rajoute une espèce de exploration sous-marine. Donc on ajoute une espèce de plateau avec des lieux sous-marins qu'on va ajouter dans cette extension-là de Pearl Brook. Donc c'est les trois extensions. Ensuite de ça, une autre belle boîte qu'on a reçue, c'est l'extension Harry Potter Bataille à Poudlard, l'extension Extension Sortilège et Potions, donc en français ici, qui sortait également hier. Ça nous rajoute nouveau héros qui est Ginny Weasley. Si vous aimez bien Ginny, c'est dans cette extension-là qu'on la rajoute. Il y a les aptitudes magiques qu'on va avoir avec les sortilèges qui se rajoutent. Des nouvelles rencontres, des nouvelles boîtes de jeu aussi. Il y a quatre parties dans celle-là, quatre scénarios différents, quatre nouveaux paquets. C'est ce qui est rajouté dans Harry Potter, Bataille à Poudlard, Sortilège et Potions. On a aussi pas l'extension, la Big Box pour Caverna, Cave versus Cave en anglais pour l'instant. C'est un jeu uniquement pour 2 joueurs. Dans le fond, ça inclut le jeu de base de Caverna, Cave versus Cave, ainsi que l'extension, 2 extensions, si je ne me trompe pas. L'extension 1 et l'extension l'ERA 1, l'ERA 2. Donc, il y a une extension à l'intérieur qui est le Iron Age. Et donc, c'est un jeu, on va développer notre caverne. On a de l'agriculture encore dans ce jeu-là. Je ne suis pas certain pour cette version-là, par contre. Mais ça reste un concept de développer notre caverne avec différentes ressources qu'on va aller chercher au courant de la partie. Du placement de travailleurs, c'est un jeu de 1 ou 2 joueurs. Donc, on peut jouer solo ou à 2 joueurs, 20 à 60 minutes par partie. Donc, c'est la grosse boîte. Il avait fait d'ailleurs la Agricola Big Box pour 2 joueurs. Là, maintenant, on arrive avec Caverna Big Box pour 2 joueurs. Now or Never. Je n'irai pas trop loin dans celui-là. C'est un jeu dans la série de Ryan Lockett. Il avait fait le Above and Below, Near and Far, et là c'est Now or Never. Donc on retourne dans les terres d'Arzium avec les fameux petits personnages ici. Donc on va tenter de reconstruire le village ancestral et guider les villageois dans leur journée. Donc 1 à 4 joueurs, on peut jouer seul jusqu'à 14 ans et plus, et 45 minutes par joueur, donc assez costaud comme jeu, des graphismes, du design très très beau dans le style de M. Ryan Lockett, donc Now or Never. A War of Whisper. A War of Whisper, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs, 60 minutes, dans lequel on va incarner des espions, une société secrète qui infiltre les plus hauts niveaux de conseils de guerre. Donc, on va tenter de mettre de l'influence dans le combat qui a lieu entre 5 conseils de guerre, et pour avoir le plus d'influence de notre côté pour remporter la partie. Donc, c'est vraiment un jeu d'infiltration on va jouer notre influence pour les différentes factions qui sont en jeu, qui font des combats entre eux. Donc ici, encore là, c'est une version française ici, et non anglaise, française de Matago. Cette grosse boîte-là et son extension, donc ici c'est Hellenica Story of Greece. C'est un jeu de 4X, donc développement de son armée, exploitation de son armée, combat, j'oublie tout le temps, c'est Expand, Explore, et là je me souviens plus des autres termes. Donc, il y a du combat, du développement d'armée, du développement technologique de
de son monde. Il y a beaucoup de figurines de bâtiments ici qu'on va mettre des jetons de couleur appropriés. Les figurines, c'est vraiment juste les jetons, sinon ça reste des jetons de carton pour tout ce qui est les armées, etc. C'est un jeu pour 1 à 7 joueurs, donc on peut jouer seul jusqu'à 7, 14 ans et plus, et environ 2 heures par partie. C'est une version anglaise ici pour Hellenica. Et il y a une extension aussi qu'on a reçue avec ça, qui est l'extension Leaders and Legends. Donc ça rajoute des leaders, des légendes aussi à tout ça, à ce monde de la Grèce. Donc si vous voulez rajouter à ça, on a ça aussi, l'extension. On a aussi le Roi est mort qu'on avait reçu en fait la semaine dernière, mais j'en avais déjà plus de copies, je les avais vendus avant de pouvoir faire la vidéo. Et donc le Roi est mort, c'est un jeu qui vous demande, dans le fond, on est un peu pas dans le concept de War Whisper, mais ça me faisait penser un peu à ça quand je disais les informations. C'est un jeu dans lequel on va tenter d'être le plus allié à une des 3 factions qui se font les combats pour être le nouveau roi, parce que le roi est mort, et là, il y a une des 3 factions, donc écossais, gallois et anglais, qui veulent le contrôle de la Grande-Bretagne. Et donc, on va avoir 8 actions seulement à jouer dans la partie qui vont nous permettre d'aller changer les majorités des différents territoires. Il va y avoir des combats qui vont se dérouler dans ces territoires-là, qui vont être remportés par différentes factions. Et nous, on va tenter d'aller chercher des influences dans ces différentes factions-là pour être associé à la faction la plus qui contrôle le plus la Grande-Bretagne. Il y a aussi un aspect que ça se peut que la France aussi vienne interagir là-dedans et ça va changer les conditions de fin de partie. Ça peut amener à une fin tout autre de la partie. Il y a une variante aussi expert qu'on rajoute des cartes un petit peu plus différentes que les cartes de base. Ici, c'est pour 2 à 4 joueurs, 30 à 45 minutes et environ, c'est pour des joueurs âgés de 14 ans et plus. Donc, le roi est mort, un petit jeu très simple, mais avec derrière. Donc, on poursuit avec Phare, la version française ici, qu'on a reçu. Phare, c'est un petit jeu dans lequel on va être des amis d'école qui tentent en fait, des enfants qui tentent de rassembler de la pizza, des jouets et de construire le phare le plus génial. Donc, on va s'entourer d'amis. Il y a des actions qu'on va faire qui vont amener à ce que les autres joueurs suivent nos actions. C'est aussi un jeu dans lequel il y a une portion de construction de paquets principalement, donc le concept de jeu, ça va être vraiment être ça, là, aller chercher des pizzas, des jouets pour être le meilleur phare possible. C'est un jeu compétitif pour 2 à 4 joueurs. C'est 30 minutes par partie pour des joueurs âgés de 10 ans et plus. On a aussi reçu le jeu de plateau de Stardew Valley, donc en anglais seulement, par contre pour l'instant. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, pour des joueurs âgés de 14 ans et plus, environ 45 minutes par joueur. C'est un jeu à monde ouvert, donc dans le fond, il va y avoir certains événements qui vont avoir lieu, mais on garde l'essence du jeu vidéo dans lequel on va pouvoir aller faire différentes actions, aller à la pêche, aller à la cueillette, faire de l'agriculture, etc. Il n'y a pas nécessairement de gagnant ou de fin de partie, c'est plus un jeu de laisser aller, qu'on fait nos petites choses, tout comme le jeu vidéo. Donc, on est vraiment été très audacieux dans ce style de jeu-là, d'aller dans un monde ouvert, donc plus plaisant, moins de limites encadrées, pas nécessairement de but final, vraiment juste un moment de détente avec Stardew Valley, le jeu de plateau. Donc, c'est disponible aussi. On a aussi reçu une nouvelle extension pour Arkham Horror, le jeu de cartes, donc de card game, c'est la version anglaise. On a reçu seulement par contre de Dunwich Legacy, mais seulement le paquet Investigator Expansion, donc le paquet installe les nouvelles boîtes. Donc le Investigator Expansion, ça ajoute des nouvelles cartes d'investigateurs pour faire des nouveaux decks plus
pas nécessairement plus puissant, mais plus organisé pour certaines campagnes. Donc, c'est ce que nous apporte ici l'Investigator Expansion de Dunwich Legacy pour Arkham Horror de Card Game. On a aussi Mystic Vale Essential Edition en anglais. Donc, ce qui nous arrive dans le fond, c'est on va avoir le jeu de base de Mystic Vale, qui est un jeu dans lequel c'est du card crafting, donc la construction de cartes, dans lequel dans le fond on va avoir une enveloppe, une sleeve, une protège-carte, dans laquelle on va mettre des cartes transparentes pour améliorer nos cartes, et on va avoir un aspect deck building, mais aussi avec un aspect un peu différent, qu'on va retourner les cartes devant nous qui vont s'activer entre eux, etc., pour nous permettre de faire des points. Et ici, à ce jeu de base-là, on va rajouter l'extension. On a ici Veil of Magic, qui permet de plus d'options de crafting et des nouvelles combos plus puissantes. On va avoir aussi Veil of the Wild qui permet de rajouter des leaders, avoir des Eclipse Advancement, donc des avancements Eclipse pour avoir des plus d'habilités. On a aussi Mana Storm pour encore là d'autres éléments. Je ne rentrerai pas dans les détails de toutes ces extensions-là, mais si vous êtes amateur de jeux de base ou même juste du jeu Mystic Vale, sachez que maintenant l'Essential Edition est disponible en anglais. Donc on va conclure ça avec 2 derniers jeux, donc je pense que j'ai réussi à faire ça assez condensé, malgré, c'est sûr qu'il y a quelques éléments que je peux aller très dans le détail ou quelques jeux que je n'aurai pas nécessairement présentés. On reviendra la semaine prochaine là-dessus. Je pense que vous allez avoir quand même un survol malgré tout. Vous pouvez toujours aller voir en ligne aussi sur le site pour toutes les infos sur les jeux. Donc ici, on a Voice in My Head qui est un jeu de Unexpected Games, un jeu en anglais uniquement pour l'instant, 3 à 6 joueurs. C'est un jeu avec un concept assez intéressant qu'on va être, dans le fond, il y a un joueur qui va incarner le procureur pour tenter d'emprisonner Guy, donc un gars, tout simplement, qui a fait un crime. Et les autres joueurs, dans le fond, vont incarner les différentes voix dans la tête de Guy pour l'amener à ne pas se faire accuser. Il va avoir, dans le fond, chaque joueur va avoir des objectifs particuliers en fonction de ce que le jury va donner comme verdict. Donc, chaque joueur va tenter de pousser son influence d'un côté ou l'autre en fonction de la voix dans sa tête. Donc, on voit un petit peu toutes les petites voix, le guerrier, le soldat, le joueur de tour, je sais pas trop, le punk rock. Donc, c'est ce qu'on va avoir dans ce jeu-là. Il y a un petit concept aussi d'un plateau qu'on va placer des différentes influences qui vont faire tomber des jetons. Donc, ça représente un peu l'esprit dans lequel on se retrouve ici. Donc, c'est un jeu assez spécial avec un joueur qui a un rôle très asymétrique en étant procureur et les autres avec des différentes fonctions aussi. Donc ici, Voice in My Head en anglais uniquement pour l'instant. On a aussi reçu la grosse boîte ici en français du jeu Aeon Zen Legacy, donc la version française du jeu Legacy Aeon Zen. 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, 60 minutes par partie. Contrairement à d'autres Legacy, c'est un jeu qu'on va pouvoir rejouer. Donc c'est un Legacy, c'est un mode campagne, mais qui ne se détruit pas, qui ne vient pas interférer sur les éléments du jeu et fait en sorte qu'on peut la rejouer. Ça peut être aussi devenu une extension aussi pour si vous avez d'autres jeux de Aeon Zen Legacy. Donc c'est souvent ça qu'ils font pour la série Aeon Zen, même des grosses boîtes qui peuvent se jouer seules. Ça devient quand même des extensions pour les autres jeux. Donc, c'est ce qu'on retrouve ici dans Aeon Zen Legacy. C'est une campagne qui va faire évoluer nos personnages. Là, je n'ai pas par contre l'information sur combien de scénarios de campagne.
on va avoir, mais c'est ce qu'on retrouve ici dans cette grosse boîte-ci de Aeon Zen Legacy. Alors pour débuter, on a reçu It's a Wonderful Kingdom, jeu de la boîte de jeu. C'est un jeu dans le même concept que It's a Wonderful World. Et c'est les mêmes auteurs, Frédéric Guérard, Anthony Wolfe. Ici, c'est une version 1 à 2 joueurs, 14 ans et plus, 45 minutes. Donc, et on va rester dans les mêmes concepts de construction de cartes. Si vous avez déjà joué à It's a Wonderful World, si vous n'avez jamais joué, c'est un concept de ressources qu'on utilise pour construire des cartes et les cartes vont produire certains éléments dans les phases de production des ressources. Les cartes vont aussi produire des points, des petits jetons de soldats, d'autres éléments aussi un petit peu différents dans cette version-ci. Et la différence aussi de ce jeu-là, c'est la mécanique de split et trap. Dans le fond, on va devoir mettre des cartes au choix de l'adversaire pour faire le draft du jeu. Donc, au lieu que ce soit un draft standard, c'est un draft avec un split et trap. Donc, on essaie de mettre des cartes bonnes et moins bonnes ensemble pour donner à l'adversaire lors de cette étape. Et après ça, on va développer notre clocher et notre duché, pas le clocher, le duché avec les différentes cartes qu'on va soit construire, soit défausser pour aller chercher des ressources. Donc, on reste dans les mêmes concepts de mécanique de jeu à ce niveau-là. Donc, c'est It's a Wonderful Kingdom. On a reçu également Gingo Police en version anglaise, donc jeu de Pearl Game et de l'auteur Xavier Georges. C'est un jeu dans le fond de construction de ville. Dans le fond, les joueurs tout au long de la partie vont construire différents bâtiments, vont augmenter l'étage des différents bâtiments. Et tout ça aussi pour, bien sûr, faire des points de victoire. Donc, il y a différentes actions qu'on va faire, comme construire des nouvelles cartes, jouer des nouveaux étages. Après ça, il y a les cartes aussi qu'on va recouvrir, qu'on va posséder devant nous, qui vont nous offrir des effets permanents dans la partie. La partie termine quand toutes les tuiles ont été épuisées 2 fois. Donc, c'est vraiment un développement de ville. Et les cartes, dans le fond, quand on va les jouer, vont être associées à des lettres. Et c'est à ces endroits-là qu'on va devoir placer les différentes tuiles. Donc, c'est comme ça qu'on développe cette ville-là de Gingo Police. Un jeu de 1 à 5 joueurs, 10 ans et plus, et 45 minutes par partie. Donc, ça, c'est la version anglaise. On a déjà eu la version française aussi en magasin. On ne l'a plus malheureusement. Et là, c'est la version anglaise qui est disponible avec l'extension Les Experts de Expert. Donc, l'extension de Expert pour Gingo Police qui, elle, va rajoute des nouveaux bâtiments, des cartes de joueurs, des cartes d'experts. Donc, il va y avoir des effets différents, des espaces verts, des bâtiments de prestige, ainsi que des tuiles d'événements. Donc ici, 2 à 5 joueurs. L'autre, j'ai mentionné que c'était pour 1 à 5 joueurs, donc Gingo Police. Donc l'extension ne permet pas de jouer seul. Donc de mise, il faut jouer à 2 à 5, 13 ans et plus, 60 minutes par partie. Donc, on poursuit avec Arch Ravel, qui est un jeu de principalement c'est un jeu de Adam McGurman, XYZ Games Lab qui édite ce jeu-là. C'est une version anglaise ici pour le moment. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs, 30 à 45 minutes pour des joueurs âgés de 8 ans et plus. C'est dans lequel c'est une thématique de crochet. Dans le fond, on va crocheter des différentes choses et donc c'est un jeu avec des objectifs justement d'éléments à crocheter, donc des gilets, des trucs comme ça, des tucs, donc pour faire des points. Il y a des cartes qu'on va utiliser pour aller chercher des morceaux de laine dans notre côté personnel. On va toujours avoir 4 actions possibles à notre tour de jeu, donc soit aller chercher des nouvelles laines, soit crocheter des choses, aller rechercher des laines d'une certaine façon. Chaque personnage a des pouvoirs spéciaux qui sont propres à eux. Et donc, c'est vraiment un jeu d'objectifs à aller chercher. On a aussi des objectifs secrets de notre côté. Donc, un petit jeu collection de ressources et d'objectifs de projet. Donc, pour Arch Revel en anglais. On a aussi reçu
soit en version française ou en version anglaise. Tabanousi, les bâtisseurs durs ou Builders of Her si vous l'avez dans la version anglaise. C'est pour 1 à 4 joueurs, 120 minutes par partie, 14 ans et plus. Un jeu de Daniel Tacchini, David Spada, c'est dans la série des jeux hantés, que beaucoup, pas des jeux hantés, mais des jeux qui commencent par la lettre T. Pour ceux qui ne connaissent pas cette série-là, on a Teotihuacan, Tuyacan Seyu, en tout cas, il y en a plein dans cette série-là. Je me souviens plus tous des noms. Et là, ici, Tabanousi, c'est le dernier. Donc, c'est un jeu de construction de ville avec une mécanique dans le fond, on va avoir un architecte puis un assistant d'architecte qui va nous permettre de déterminer où on va aller dans les différentes phases de jeu. Il y a différents endroits où on va construire des bâtiments. Il y a des pistes aussi à augmenter, donc pour augmenter notre notoriété dans les différentes pistes. Il y a aussi, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ça? Il y a des bâtiments qu'on va justement construire à partir de notre plateau personnel qui vont nous débloquer des choses. On va posséder certains éléments, on peut augmenter l'eau, on peut augmenter la forêt. Donc, c'est vraiment le développement d'une ville qu'on va retrouver dans Tabanousi. Beaucoup d'actions possibles. Des phases de pointage à chaque fois qu'il y a des barges avec les dés qui sont vides. C'est comme ça qu'il va y avoir des phases de pointage. Donc, ça ressemble à ça, grossièrement. Pas rentrer dans le détail pour Tabanousi, les bâtisseurs d'Our. C'est disponible en français et en anglais. Ensuite de ça, on a aussi Origin First Builder, la version française. On avait déjà eu la version anglaise qui est encore disponible aussi. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs de 60 à 120 minutes de Adam Kwapinski, encore avec un mode solo aussi de David Surzi. C'est Pixie Game qui fait la version française, tout comme Tabanousi que j'ai parlé il y a quelques instants. C'est un jeu dans lequel on va encore là développer une construction espèce de ville avec des tuiles hexagonales. On va pouvoir aussi placer des dés éventuellement entre ces villes-là pour faire les effets des tuiles qui sont avec la même couleur que le dé. Ça va aussi nous donner ces dés-là à la fin de la partie des points. Il y a des points pour les différentes pistes qu'on va augmenter, les pistes de Zodiac qu'appelle. Donc, nos deux plus basses pistes, on va faire des points pour ces pistes-là. Donc, différentes actions qu'on va faire avec des dés tout au long de la partie pour justement développer notre ville, augmenter aussi je pense que c'est les citoyens, pas les citoyens, on va faire croître notre population. J'ai oublié, je pense que c'est des... je me souviens pas du terme, parce que des citoyens, c'est les dés. Mais il y a de l'or aussi qu'on va aller récupérer. Donc, il y a toutes sortes de choses qu'on va faire dans Origin First Builder pour développer justement notre fameuse ville. Donc, ça ressemble à ça. Grossièrement, encore là, une fois. Donc, encore là, 60-120 minutes, 1 à 4 joueurs, comme j'ai mentionné. Donc, disponible en français. Il est encore disponible aussi en anglais. On a aussi la version française de Gloomhaven, les mâchoires du lion. Donc, c'est la petite boîte qui est une boîte complètement indépendante. Oui, ça peut servir d'extension. Donc, vous pouvez servir des personnages du Gloomhaven standard pour jouer celle-ci, mais il y a déjà 4 personnages inclus à l'intérieur. Donc, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs. Vous allez avoir, dans le fond, l'artificier, lanceur de hache, garde rouge et la gardienne du néant. Donc, vous allez avoir ces 4 personnages-là qui vont constituer vos personnages. Dans le fond, vous allez choisir chacun un personnage si vous jouez jusqu'à 4 joueurs. Et c'est environ des 30 minutes par joueur, par partie. Je dirais même si vous jouez seul, là, comptez facilement 1 heure par partie, par scénario. Parce qu'il y a quand même la gestion, veut pas. C'est sûr que si vous jouez à 2 personnages seuls, c'est là que ça va être un petit peu plus long. Au moins 1 heure et quart. C'est sûr qu'il y a un petit peu de temps de mise en place, mais ce qui est bien de cette version-là, version petite de Gloomhaven, c'est que les scénarios sont dans un livret, donc il n'y a pas de mise en place de tuiles pour créer les fameux donjons. Donc, c'est très intéressant. Si je reviens à Gloomhaven de base, si vous ne le connaissez pas, c'est un jeu principalement d'exploration de donjons avec des scénarios très narratifs. On passe d'un scénario à l'autre. On va avoir des cartes d'action,
dans le fond, qu'on va avoir un deck de départ au début d'un scénario. Et on va toujours choisir à notre tour de jeu 2 cartes, une pour l'action du haut, une pour l'action du bas, puis aussi l'initiative qui va déterminer l'ordre, dans quel ordre nous on va jouer et quel ordre les monstres aussi vont jouer, qui ont une initiative aussi. Donc, et après ça, on va déplacer, on va tenter de faire les objectifs des scénarios. Donc, on est dans une exploration de donjon avec des objectifs très narratifs. Les histoires se suivent d'un à l'autre. Et c'est un jeu de type Legacy, donc on va coller des choses. On a d'ailleurs reçu aussi, là, je ne les ai pas à portée de main, mais les autocollants enlevables. Donc, j'ai juste le mot en anglais removable, mais ouais, c'est ça. Remplaçable, qu'on peut donc coller et décoller si on veut refaire la campagne ou si on veut revendre le jeu par la suite. Donc, c'est disponible aussi également. Et qu'est-ce que je voulais mentionner d'autre sur Gloomhaven? Non, je me souviens plus ce que je voulais mentionner d'autre. Donc, c'est disponible donc âgé de 14 ans et plus. C'est ça, donc disponible en version française. J'ai complètement perdu l'idée que j'avais. On a aussi reçu pour le fameux Gloomhaven de base l'extension Les Cercles Oubliés, donc en français. Donc, tout nouvelle extension disponible en français, était disponible en anglais depuis un bout. Jeu de Isaac Childress. C'est Cephalofair Games, même chose pour Gloomhaven standard. Cette extension-là va rajouter jusqu'à 2 livrets de scénario, jusqu'à 20 aventures, des règles supplémentaires. On rajoute des nouveaux lieux, des nouveaux objets, des nouveaux événements de route, des nouveaux événements de ville, des nouveaux événements de faille, des nouvelles enveloppes à débloquer, une classe d'aventuriers pleine de promesses. C'est la devineresse Esther. Donc, ça rajoute un nouveau personnage aussi. Peut-être ce que je voulais mentionner de Gloomhaven, dans le fond, c'est que vos personnages vont aussi évoluer. Ils vont avoir des cartes qui vont s'ajouter, ils vont avoir des attributs, de l'expérience, etc. Donc, il y a toute une évolution, une création de personnages. Dans le Gloomhaven standard, les personnages vont prendre leur retraite éventuellement. Je ne pense pas qu'ils le font dans... non, ils ne le font pas en fait dans Gloomhaven. Les mâchoires du lion, vu que c'est 25 scénarios, donc ça se fait quand même plus rapidement. Donc on va pouvoir jouer avec le même personnage toute la campagne. Donc ça ici, c'est justement l'extension pour le gros jeu de base. On a aussi reçu des extensions pour Teotihuacan, que je parlais tout à l'heure, donc en français. Donc on a l'âge de l'expansion, qui elle va rajouter... celle-là rajoute une extension modulaire pour Teotihuacan. Donc, ça introduit de nombreuses options pour enrichir votre expérience de jeu. Donc, l'obsidienne, le palais, les hôtels chamans, l'expansion de l'Empire. Donc, ça rajoute des nouvelles tuiles d'action, de zones d'action. Donc, c'est ce que ça nous rajoute. Une espèce de plateau aussi. Un nouveau adversaire. Teotibot, qui est adversaire solo et désormais avec des nouveautés, adopte un comportement plus humain, donc un automa plus intéressant. Il y a l'âge pré-classique aussi, qu'on a reçu, qui est également en français. Celle-ci, donc l'âge pré-classique, ajoute les prêtres et prêtresses, les apogées du développement, saison de progrès, l'architecture, le développement. Donc encore des nouveaux éléments, des nouvelles choses qui se rajoutent à votre jeu de base. Et on a aussi l'extension ici, petite boîte celle-là, l'ombre du Xitel, qui rajoute ici, c'est des... ça rajoute des conditions de départ supplémentaires. Donc des petites tuiles comme ça qui sont des conditions de départ. Et des nouvelles technologies. Donc, des nouvelles tuiles de technologie. Donc, c'est ce que ça rajoute ici, tout simplement. Donc, une plus petite extension pour Teotihuacan. Et on a aussi une extension pour Tekonu, l'ombre de Seth. Donc, c'est l'extension qui rajoute celle-là. On a aussi ici, on a des nouvelles stratégies, des nouvelles voies vers la victoire, des nouveaux dés spéciaux qui permettent de rassembler des soldats et des prêtres,
On va utiliser des soldats pour établir votre présence sur les terres voisines et rivaliser avec vos adversaires. Utilisez vos prêtres pour acquérir des précieux artefacts durant le jugement de Ma, puis des nouvelles cartes de départ, développement et activité. Donc, c'est ce que ça va rajouter à votre jeu dans Tekhenu, l'ombre de Seth. Un jeu que ça fait longtemps qui m'intéresse beaucoup, que j'attendais aussi. Grand fan de la compagnie Splotter Spellen, qui est une compagnie qui font Food Chain Magnate, si vous connaissez. Un jeu que j'aime beaucoup. Et c'est des petites productions qu'ils font. Donc oui, les jeux sont dispendieux. Ici, on parle de 170$. Oui, la boîte n'est pas grosse. Il n'y a pas dans le dos. On ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur si on a juste la boîte en main comme ça. C'est comme ça que la compagnie fonctionne. C'est un jeu de 2 à 5 joueurs, 90-150 minutes. C'est des jeux qui sont très lourds. Et non en termes de poids, mais en termes de complexité. Ici, donc, c'est The Great Zimbabwe. C'est un jeu de 2012 qui, justement, a été réimprimé. Donc, c'est de nouveau disponible. C'est un retour en stock. Donc, allez voir ça si ce genre de jeu-là vous intrigue. The Great Zimbabwe. Alors, c'est ce qui fait le tour de cet épisode de l'Actu ludique du 13 mars 2022. Je vous remercie d'avoir écouté. Et encore une fois, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Je vous invite aussi à aller voir la boutique lapioche.com. C'est une belle façon de m'encourager. C'est d'aller faire vos achats de jeux à la boutique. Donc, c'est une très bonne façon, si vous suivez la chaîne, de m'encourager. Il y en a plusieurs déjà d'entre vous qui sont venus me voir à la boutique. Donc, merci à tous ceux qui sont passés. Me dire que vous me suivez, c'est toujours le fun. C'est toujours le fun de mettre des visages sur les gens sur les vues, qu'il y a un certain nombre de vues, mais on ne sait pas trop qui regarde ça des fois, ou des gens qui commentent. Donc, ça fait toujours plaisir de vous voir et de jaser avec vous. Donc, sur ce, on va se revoir dans un prochain épisode et je vous dis à bientôt. Bye bye.